D'abord passer la parole à Benoît, qui lui n'a pas participé au film, pour, ben voilà, comme ça, à chaud, une réaction, bien que ce soit la deuxième fois, je crois que tu le vois, c'est pas tout à fait à chaud, mais presque. Merci. Ah voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, je trouve que c'est un peu le dispositif, hein, on pourrait dire un peu anthropologique, par la comparaison de situations hein, dans le monde entier, à la fois par une vision en même temps très micro à chaque fois sur la relation homme-animal, sans que ça soit un film, bien sûr, anthropologique. Hein, il y a un point de vue qui est affirmé, mais j'ai trouvé ça très intéressant par cette mise en comparaison qui porte le film et évidemment le montage, mais c'est banal puisque tout film repose aussi sur le montage et m'apparaît effectivement très, très, très important. Et aussi l'idée un peu que cette volonté un peu d'essayer de retourner le regard, hein, c'est un peu les vaches qui nous regardent. Oui. Et à chaque fin de séquence, enfin, beaucoup de séquences, hein, il y a, je dis, on regarde les vaches qui nous regardent. Donc c'est un peu un jeu de miroir comme Ouais, ça. tout à fait. Et ça m'a semblé intéressant de ce point de vue-là. Il y a d'autres éléments. Enfin, on voyage dans l'espace. Il y a peut-être une volonté, je ne sais pas, de voyager entre guillemets aussi dans le temps avec les peintures rupestres. Alors peut-être c'est peut-être la motivation du réalisateur de montrer un peu des rapports homme-animal qui seraient de plus en plus artificialisés, médiatisés peut-être par la technologie ou le monde économique, même si on peut évidemment discuter sur ces éléments-là. D'accord, première réaction. Alors effectivement, pour revenir sur cette question du miroir, premier plan, les vaches qui nous regardent et nous en train de regarder les vaches. Bon, bah, la relation est d'entrée de jeu effectivement posée. Qui regarde qui c'est... ou bien on va se regarder dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Je ne sais pas. Alors, peut-être justement on peut en venir à la question du montage. C'est vrai que c'est un film, enfin c'est un montage de film assez atypique puisque on n'est pas dans un récit, on n'est pas dans ni dans une narration ni dans un déroulement discursif et informatif. L'objectif depuis le départ de Bernard Bloch, le réalisateur, donc il n'a pas pu venir. Je fais tout de suite d'ailleurs une parenthèse, il n'a pas pu venir parce qu'il était invité au Festival de Hong Kong, et je voulais signaler qu'il a eu le prix du spécial du jury. Ah, donc, alors ça, on le salue, et voilà, les applaudissements lui seront rapportés, on le salue très Merci fort. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'un public asiatique est sensible au sujet. C'est pas des gros consommateurs de vaches, mais c'est des gens qui s'y intéressent de plus en plus. Et puis peut-être à ce rythme de film qui n'est pas forcément notre registre occidental. Et donc pour ce qui est revenir au montage, effectivement. Pardon. Pour revenir au montage, ce qui a duré 4-5 mois, c'était tous les enjeux de qu'est-ce qu'on peut faire pour que le film maintienne un fil sans qu'il y en ait véritablement un. Donc j'apprécie ce que vous avez ressenti parce qu'effectivement c'était bien implicite et souhaité. Maintenant chacun, ça reste un film qui se veut très ouvert, qui n'apporte pas ni de réponse ni d'affirmation, mais plutôt des questions. En tout cas c'est le souhait. Et d'interroger notre regard sur la vache. Et le meilleur moyen effectivement c'est de faire regarder la vache, nous regarder, voir comment ça peut nous interpeller d'être regardé en face comme ça. Voilà, après, donc là, il y a eu, je ne sais plus, une 20 ou 30 versions de montage, tellement c'est organisable. De toutes les manières, chaque fois qu'on partait dans un sens ou un autre, ça fonctionne globalement. Il y a quelques contresens, mais très peu en fait. Donc on a eu beaucoup d'état d'âme pour arriver à finir cette version. Et la question que vous posiez sur ces petites transitions étranges, en noir et blanc, un petit peu saturé, c'est venu très tardivement.
très D'accord. tardivement. Pendant longtemps, alors tantôt il y avait les cartons, tantôt il y avait plus de cartons, ça s'enchaînait, on voulait au contraire qu'il y ait une fusion entre les pays et ne pas donner de toute façon d'indication de pays sauf en générique de fin, parce que notre propos encore n'était pas informatif, mais purement une rencontre avec le monde animal, même si on sait que ça intrigue toujours, on est quand même assez attiré par l'exotisme, et donc bon, mais dans la moitié des cas, il me semble qu'on identifie le pays sans trop de mal. Et donc la question de créer une transition ou pas d'un pays à l'autre, d'une séquence à l'autre, voilà. Et puis finalement, on a éclaté le Mali, on a éclaté le Brésil, enfin bon, il s'est passé beaucoup d'étapes. Ouais. Mais passionnant, au demeurant passionnant. Parce je qu'un vrai travail pour moi, en tout cas un vrai travail d'écriture original, atypique. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais je voulais savoir si dès le départ, le réalisateur voulait faire un film presque sans parole, quoi. Vous étiez sûr de ne pas recueillir des témoignages, de ne pas avoir envie d'aller un peu plus loin quand les paysans parlent de leurs bêtes. Enfin, c'est ça qui m'a étonné dans ce film, justement, qu'il n'y a pas d'approfondissement. Enfin bon, je pense que c'est un souhait dès le départ du réalisateur, ou c'est venu au fur et à mesure? Non, c'est vrai que c'est un souhait de Bernard Bloch de ne pas, encore une fois, de ne pas être dans l'information. Et donc, il n'a pas mené une enquête, mis à part auprès de Temple Grandin, aux États-Unis, avec laquelle l'entretien a été le plus long. Sinon, avec la Paulette, la gardienne de ses vaches dans l'Aubrac, vers la fin, elle parle effectivement beaucoup plus longuement de ses bêtes, et on en a gardé très peu après de multiples versions. Mais on se rendait compte qu'on allait vers quelque chose qui serait... Enfin, il y avait un souhait quand même très fort d'éviter la parole. Idéalement, Bernard était très ouvert à toutes les possibilités. Et pour tout dire, quand on a commencé le montage, il m'a laissé travailler seul, et j'ai commencé à travailler sur la séquence de Max, c'est-à-dire le gars dans les Alpes qui attrape les vaches au lasso à l'ancienne, pour les vaches qui redeviennent sauvages, comme on dit, qui ont quitté le troupeau. Et je suis parti sur un montage qui fonctionnait très bien tout seul pendant une demi-heure. D'ailleurs, on en a gardé une version d'une demi-heure. C'est un petit film à part entière qui fonctionne, pour répondre à votre question, qui fonctionne beaucoup sur la parole. Parce qu'en fait, j'ai construit ce petit film d'une demi-heure sur le principe du flashback, parce qu'il avait filmé le repas du soir après 2 journées de poursuite des vaches, là. Et le soir à table, avec sa femme, sa fille, son gendre, les copains, bref, ils discutent et ils racontent leur journée. Donc je démarrais dans le repas où ils mangent la soupe, ils racontent la journée et on retombe dans les montagnes comme ça. Et on suit toute la progression beaucoup plus développée. Et il y a plus d'intervention de Max. Et Max revient, le repas revient à plusieurs reprises. Et on est dans une petite narration. Mais bon, on avait un film d'une demi-heure déjà. Et on n'avait pas tout consacré à Max. Alors, Max a eu droit à son film pour lui. Mais bon. Mais ce n'était pas le cas de tous les personnages. Ils n'étaient pas tous dans la parole non plus. Non, mais on comprend bien que ça interpelle. Hein. Il y a peu d'interventions, enfin le statut de la parole dans ce film, on en parlait à table, et je pense que tu as des choses à dire là-dessus, Benoît. Justement, l'entretien avec Temple Grandin, c'est ça, justement, contraste très singulièrement, puisque c'est un entretien frontal, tout ça. Et alors, au début, on est un peu surpris, justement, parce qu'on est installé dans une autre forme de récit. C'est quand même un récit, puisque c'est un film, mais c'est pas un récit narratif de développement, etc. Par contre, en fait, je pense que ce qui fonctionne, c'est parce qu'elle essaye de se projeter dans la vache, entre guillemets, même son corps mime, voilà. Etc. Et donc, finalement, évidemment, ça renforce certainement le dispositif du film, finalement. Hein, mais c'est vrai que ça fait un peu une rupture. Donc, elle se met du côté de la vache en quelque sorte et permet certainement d'accentuer cet effet de miroir. C'est un peu ce que j'ai ressenti un petit peu comme ça. Alors,
Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, mais bon, là c'est pas sur le plan filmique, sur le rapport animal par rapport à ça, c'est que finalement de ces travaux en quelque sorte, on en déduit des formes, enfin c'est adapté si j'ai bien compris dans un élevage, hein, puisqu'on essaye de mettre en application ces questions autour de la vision, voilà, et donc c'est réinstallé dans un rapport à l'animal qui est un rapport voilà, de choses marchandes finalement, puisque c'est un élevage extensif aux États-Unis, je suppose. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Le fait est que le film s'est intéressé au rapport à la vache, mais dans pas mal de pays, donc c'est pas proprement français. C'est sûr qu'une exploitation d'élevage en France va maximum en gros faire 100 bêtes, tandis qu'au Brésil ce sera 20 000 têtes, quoi. On n'est pas dans les mêmes proportions. Et donc dès l'instant qu'on élève 20 000 bêtes, on n'a pas le même rapport aux bêtes que quand il y en a 20 ou 50. Ça c'est une différence. Ensuite il y a quand même l'Inde où le respect est peut-être même à l'excès, hein, la vénération. En Suisse il est quand même intéressant de savoir que l'éleveur, et la question que pose ce système de robotisation de l'étable eh bien, et semble être autant pour le bien-être de la vache, qui apprécie ce système, on va dire qui acquiert une certaine autonomie, en tout cas, je ne sais pas si elle en a conscience, mais en tout cas elle le fait, et pour l'éleveur. Bon, là c'est pareil, on a choisi de ne pas le mettre pour rester ouvert à la problématique, mais il y avait un long entretien avec l'éleveur où il nous expliquait que maintenant qu'il avait ce robot, il pouvait se lever un peu plus tard le dimanche, etc. Il avait une qualité de vie qui s'était améliorée. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des études pour aller comment dire, quantifier la dose d'affection que reçoit la vache? Il voit quand même ses bêtes de temps en temps, elles ne sont pas totalement livrées à elles-mêmes, mais c'est sûr que la relation change. Donc c'est pas forcément violent, enfin nous on peut le voir un peu, c'est vrai que c'est mécaniste et c'est pas très sympathique a priori la robotisation mais en même temps il n'y a pas forcément violence derrière ça, au contraire. En tout cas c'est pas l'intention. D'autant plus que c'est un producteur qui est en bio, donc ça peut faire bizarre de se dire que le lait est produit par des vaches qui voient presque pas leur éleveur, sauf à travers un écran informatique, quoi. Mais la violence aussi, si elle est là, c'est qu'elle est là quand même. Et si on mange de la viande, c'est bien parce qu'il a fallu passer par l'abattoir. Oui. Après, Benoît, vas-y. mais après, il y a un rapport culturel quand même fort dans le rapport à l'animal, évidemment. Je pense évidemment par rapport à l'Inde, où l'animal est effectivement sacré, il y a toute une mythologie voilà, derrière, hein, ça s'inscrit dans un ordre symbolique, mais dans l'hindouisme, en fait, la question c'est que, évidemment, le système où l'on vit de nos valeurs s'est constitué, et y compris les sciences, autour de l'opposition entre culture, nature. Mais dans certaines sociétés, il n'y a pas de nature. J'allais dire, il n'y a pas de nature. Ils ne sont pas plus proches de la nature, c'est que la nature, elle est inscrite, ce qu'on appellerait nous nature en fait, elle est inscrite dans un ordre symbolique où les identités ne sont pas dualistes comme on le produit dans la culture hindoue. Hein, il est évident que voilà, la vache est associée à la pureté, et elle est associée au brahmine, hein, largement, qui est donc la caste dominante, qui est la caste vers la pureté. Hein, et les deux sont extrêmement liés. Hein. Il y a beaucoup de rites qui sont portés par les brahmines sur la vache. Dans un temple, un brahmine a une vache, etc. Et donc, on est dans un système, je veux dire, totalement différent, où la question de la nature ne se pose pas du tout de la même façon. On peut dire qu'il n'y a pas de nature en tant que telle, puisque tout ça est inscrit dans le même ensemble. Ce rapport du corps animal et du corps humain par le travail,
qui me semble aussi intéressant, à la fois voilà, dans les enjeux qu'il pose, soit direct, soit le geste direct, le contact physique direct, soit médiatisé par la technologie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de plans assez serrés, qui sont tout à fait intéressants. Et voilà. Et donc, j'ai eu l'impression que justement ces deux dimensions un peu comparatives qui mettent en regard en fait aussi différentes situations, et c'est ce rapport corps humain, corps animal, les deux se complètent, pour Oui, moi, d'ailleurs, dans le dispositif. C'est typique dans la séquence de la douche, après avoir arrosé, enfin nettoyé les vaches, et on voit les hommes qui ont travaillé sortir de la douche. Là, ça m'a semblé vraiment très très net, quoi.